Madame, Monsieur, bonsoir. La jeunesse joue un rôle crucial dans le développement. Bien plus qu'un espoir, elle est le moteur du changement de tout pays. Selon les chiffres du ministère en charge de la jeunesse, les jeunes représentent plus de 70% de la population du Burkina, donc des leviers essentiels du développement durable et inclusif. Mais c'est aussi une jeunesse qui reste confrontée à de multiples défis comme le chômage, l'inadéquation entre formation et besoin de marché. Dans ce contexte, les services de proximité sont une réponse pour favoriser la réussite des jeunes, surtout dans les filières agro-silvopastorales et halieutiques. Dans cette émission, nous allons parler de promotion de services de proximité au profit des jeunes. Quelles sont les dispositifs institutionnels et privés qui existent déjà au Burkina Faso en matière de formation et d'emploi des jeunes? Comment renforcer la formation agricole et rurale? Quelles sont les solutions et recommandations? Nous allons le savoir sur ce plateau avec nos invités qui sont Monsieur Abdoulaye Koné. Il est de la direction des écoles et centres de formation agro-pastorale et halieutique, une structure rattachée à la direction générale du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Merci d'être passé. Avec nous également Monsieur Mahamourou Zan, secrétaire permanent de Youth Connect Burkina au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Bonsoir Monsieur Zan. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour débattre de la question, nous aurons sur ce plateau Monsieur Seydou Ouedraogo, président du réseau national de formation agricole et rurale. Bonsoir Monsieur Ouedraogo. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci. Avec nous également Monsieur Abdoul Gagnou Ouedraogo. Vous êtes un ancien élève de l'IFESA, aujourd'hui promoteur de l'entreprise de résilience agro-silvopastorale Eraspe. Bonsoir Monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision du Burkina. Merci de suivre cette émission portée par le consortium des acteurs non étatiques actifs dans le secteur agricole. Je vous le disais en introduction, donc, le thème que nous allons aborder porte sur la promotion de services de proximité au profit des jeunes. Mais avant même de parler de promotion des services de proximité, il sied de savoir ce que revêt ce concept de services de proximité. Et je me retourne vers Monsieur Abdoulaye Koné de la direction des écoles et centres de formation agro-pastorale et halieutique. Ok, merci madame, merci au programme qui nous invite à participer à cette rencontre. Pour nous, les services de proximité sont en lien avec le dispositif qu'on mettra en place pour pouvoir faire accéder aux jeunes ruraux la formation, l'accompagnement. Donc en termes de services, ma direction fait d'abord la promotion de la formation agro-pastorale et elle est en charge également la formation, que ce soit la formation initiale, que ce soit la formation continue de ces jeunes ruraux. Et à ce titre-là, bon, elle assure la tutelle technique des centres de promotion rurale, des centres privés et des écoles de formation. Donc on a 9 centres de promotion rurale. Le concept de service de proximité étant donc expliqué, je suis toujours avec Monsieur Koné. Quels sont les services, les types de services disponibles aujourd'hui? Ok, à notre niveau, nous avons, comme je le rappelais tantôt, la formation au profit des jeunes, c'est-à-dire la formation initiale, la formation continue, que ce soit les centres privés, que ce soit les centres publics, que ce soit les écoles privées et publiques que nous accompagnons, avec qui nous avons des actions de coordination de la formation agro-pastorale et halieutique. Je précise bien que c'est ça dans ce domaine-ci. Donc, il y a la formation des jeunes, nous les appuyons à l'installation, nous faisons un suivi post-formation de ces jeunes-là pour voir comment ils déroulent, comment ils se débrouillent dans leur milieu d'origine. Et autant que l'on peut, on fait des plaidoyers, on sensibilise afin que la voix de ces jeunes soit portée partout au ministère, qu'ils puissent accéder
à toutes les opérations que le ministère entreprend, qu'il y ait, par exemple, une discrimination positive en faveur de ces jeunes qui sortent de nos centres. Monsieur Mahamourouza, secrétaire permanent de la plateforme Youth Connect, quelle est la situation sur l'accès des jeunes à ces services? Disons que en termes d'accès, il faut relever déjà qu'il y a une configuration démographique justement donc du public cible qui est que nous avons autour de 68% donc de jeunes qui vivent déjà en milieu rural. Okay. Ça c'est un aspect. Comme vous l'avez rappelé, indiqué tout à l'heure dans le mot introductif, la proportion de la jeunesse même déjà dans la population est suffisamment importante. Vous avez indiqué tout à l'heure donc des chiffres. Et il se trouve que les dispositifs qui existent aujourd'hui sont essentiellement, en tout cas pour ce qui concerne donc le secteur donc de la jeunesse, de l'emploi, sont essentiellement situés donc au niveau urbain. D'accord. Oui, donc sauf que déjà à partir de 2024, le gouvernement donc nous a instruit donc de travailler effectivement et à renforcer un peu donc les dispositifs en termes de proximité. Donc cela a valu à ce que donc de nouveaux dispositifs soient mis en place et que d'anciens dispositifs soient également donc renforcés. Donc on peut dire qu'aujourd'hui en termes d'accès, nous pensons que la question est en train d'être réglée puisque nous avons un dispositif dans les communes rurales, donc qui vient compléter les dispositifs donc urbains, donc qui est en train d'être implémenté. Et cela peut nous faire dire que de plus en plus, les difficultés d'accès sont en train d'être réduites donc à leur plus petite proportion. D'accord. Okay, donc, monsieur connaît des dispositifs qui sont concentrés en milieu urbain. Est-ce qu'on peut avoir une cartographie des services de proximité au Burkina Faso? Bon, merci. À notre niveau, nous avons, comme je le rappelais tantôt, nous avons des centres de promotion rurale qui sont au niveau des régions. C'est vrai que bon, on ne couvre pas l'entièreté des régions, mais on en a 9 au niveau de 8 régions. Nous travaillons en collaboration avec des centres privés qui sont aussi disséminés un peu partout. Et il y a également des écoles qui font dans la formation en agriculture et en élevage. Nous travaillons en collaboration avec l'ENESA et l'ENAFA. Donc on a une cartographie qui est assez vraiment représentatif. Mais des efforts restent à faire encore parce que bon, on n'a pas atteint notre objectif en termes de couverture totale. Là, surtout que la population jeune est concentrée en milieu rural, donc il va falloir travailler à ce que ces zones soient couvertes de ces services-là. Nous avons avec nous le président du réseau national de formation agricole et rurale, M. Seydou Ouedraogo. Quelle appréciation faites-vous du dispositif de formation dans le domaine agricole au Burkina Faso? D'abord, vraiment merci. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le dispositif de formation au niveau du Burkina, il faut dire qu'il y a eu une nette amélioration. Parce que le dispositif, si nous allons le prendre depuis les années 60 jusqu'au PAS, je pense que vraiment au niveau national, il n'y avait pas d'initiative pour vraiment encourager, amener les jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure, les ruraux, vraiment à être des professionnels dans les métiers agricoles. Et depuis le PAS, depuis les années 90 à aujourd'hui, je pense que quand même nous pouvons tirer le chapeau à nos autorités. Et pour cela, je prendrai même juste un exemple. Depuis avec l'initiative présidentielle d'accompagner plus de 11 000, 10 000 à 11 000 jeunes, je parle sous le contrôle de la DG Fomed ici présente. Donc cela montre que vraiment au niveau des autorités, ils ont pris conscience qu'aujourd'hui, si nous voulons que notre agriculture, qui est le pilier de notre économie, soit vraiment toujours à niveau,
il faut que la jeune génération soit assez bien formée pour être des professionnels afin de pouvoir vraiment tirer l'agriculture en avant. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est une satisfaction. D'accord. Mais comme on le dit chez nous, on peut toujours mieux faire. Et je pense que cette tribune est l'occasion où on pourra aussi proposer des pistes pour améliorer cette situation qui est évolutive. Et justement, quel type d'accompagnement offrez-vous aux jeunes? Ok. À ce niveau, je dirais que déjà quelque chose est fait. Quand je prends au niveau des CPR, les jeunes qui sont formés, qui sortent au niveau des CPR, ils sont accompagnés avec des kits d'installation. Monsieur Koné le disait. Aujourd'hui, il y a des partenaires au niveau national ici qui accompagnent les jeunes ruraux dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, ils ont changé de dimension. Ils accompagnent avec des kits pour s'installer. Donc, à ce niveau, je dirais que c'est de revoir un peu au niveau du système d'accompagnement en termes de kits d'installation des jeunes. Vous voyez, quand je prends 11 000 jeunes, les kits pour accompagner ces 11 000 jeunes, ça demande beaucoup de ressources. Donc, vraiment, à ce niveau, il faut vraiment un accompagnement adéquat pour pouvoir installer les jeunes. Mais en plus de cela, lorsque les jeunes sont installés, il faut les suivre. Et c'est ce que disait M. Koné. Ça, c'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller les installer et puis de repartir. Il faut les accompagner. Et pour cela, nous, on demande aux autorités de ce pays qu'au moins les jeunes qui seront installés soient accompagnés sur une certaine période. Nous sommes avec M. Abdoulou Ganiou. Vous êtes promoteur de l'entreprise de résilience agro-silvo-pastorale ERASP, ancien élève de l'IFESA, l'Institut supérieur de formation en élevage et en santé animale. Parlez-nous de votre expérience. En quoi cet institut a contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, un entrepreneur agricole, on va le dire? Merci beaucoup pour l'invitation et la parole donnée. Déjà, j'ai dit merci à l'Institut parce que, premièrement, à l'école, j'étais au campus. Après avoir fait l'économie, j'ai opté pour l'élevage. Parce que c'est une passion depuis l'enfance. Quand j'ai été, vraiment, j'étais très bien formé, accompagné. Et j'ai eu à faire assez de stages. Après ça, je suis reparti dans ma région, qui est le nord, au niveau de Wayouguer, là où quand même j'ai essayé tant bien que mal de m'installer à mes propres fonds. Je m'excuse aussi quand vous disiez qu'il y a un accompagnement, un poste suivi. Je pense qu'à ce niveau, il y a des limites aussi, qu'après, sûrement, on va revenir. Parce que, voilà, il y a des limites. Néanmoins, on félicite déjà les autorités parce que des efforts sont faits. On voit ça un peu partout. Et nous, on est fait parce que nos petits frères actuellement ont plus d'accompagnement, je vais le dire par rapport à nous qui étions à l'école. Mais néanmoins, déjà, ce sont des efforts. Et par rapport à l'Institut, vraiment, la formation a été très importante. Et c'était indispensable quand même pour que je puisse atteindre le seuil d'entrepreneur agricole actuellement en tant que jeune. Il n'y a pas eu de difficultés pour vous installer, difficultés financières, des accompagnements? Oui, à ce niveau, il y a eu assez. D'abord pour le foncier, parce que pour avoir les terrains, d'abord pour l'installation, c'était un problème. Il fallait avoir des papiers d'APFR pour pouvoir avoir accès au moins à certains crédits, pour pouvoir faire l'installation qui était un grand problème. Moi, j'ai eu la chance avec un nom qui m'a aidé, mais je sais qu'avec assez de jeunes, ce n'est pas du tout le cas. Et deuxièmement aussi, les conditions, il y avait des projets, les conditions d'accès n'étaient pas du tout adéquates pour des jeunes. Parce qu'on demandait plus de 40% de mobilisation des ressources. Pour un jeune qui vient de quitter l'école, c'est très compliqué. Il faut dire pratiquement impossible même de pouvoir s'installer à ce niveau. Alors même l'accompagnement est au niveau technique aussi. Parce que quand vous allez au niveau des ministères, c'est compliqué ça. On dirait c'est, comment on va dire, c'est par affinité. M'excusez de terme, c'est par affinité. Un peu, certains projets prennent. Parce qu'on en a subi quand même à un moment donné. Donc tous ces problèmes ont été là, mais bon, tant bien que mal, on a réussi à s'installer. Est-ce que les deux ministères ont des réactions par rapport à ce qu'il vient de dire? Ce n'est pas du tout aisé. Oui, merci beaucoup, madame. Oui, c'est vrai, ça reflète une certaine réalité. Sauf qu'il faut aussi relever que beaucoup de choses quand même a changé aujourd'hui. Comme il l'a dit, l'a reconnu donc M. Ilboudo. Donc pour moi, aujourd'hui, en termes d'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nouveaux dispositifs.
Il y a les initiatives présidentielles, surtout dans le domaine donc, de l'agriculture. Il y a des aménagements qui se font. Donc le contexte qu'il explique, pour moi, est suffisamment révolu. Parce qu'aujourd'hui, donc, toutes ces nouvelles initiatives qui se mettent en place créent suffisamment de facilités, suffisamment de possibilités, suffisamment d'offres pour faire en sorte que les jeunes, il appartient effectivement donc à chacun aussi d'avoir aussi donc cette capacité à pouvoir saisir donc ces offres qui se présentent. Donc c'est pour un peu reconnaître, oui, il a raison dans son contexte, c'est possible. Il y a des difficultés liées effectivement à l'accès au financement. Ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand c'est l'argent du contribuable, quand on décide de mettre à la disposition d'un jeune, nous sommes dans une logique de préférer à ce qu'il y ait le revolving. De telle sorte que lorsque vous recevez, vous travaillez, vous vous rendez suffisamment productif et que vous puissiez rembourser, permettre à d'autres jeunes d'en profiter. Vous avez vu les réformes qui se sont succédées. Justement, c'est tirant leçon donc d'un certain nombre d'expériences parce que les jeunes aussi n'ont pas rendu la tâche facile à l'État. Beaucoup d'entre eux aussi ont suffisamment géré les ressources de façon non convenable. Quand vous regardez l'historique un peu au niveau du ministère donc en charge de la jeunesse, nous avons procédé à la fusion des fonds. Et je pense que les responsables ont suffisamment expliqué les grosses difficultés qu'on avait pour faire le recouvrement donc des fonds. Et cela a été une grosse difficulté, ce qui ne permet pas à tous les jeunes justement donc de pouvoir accéder. La question de l'affinité, je pense que ça aussi c'est révolu, parce que les dispositifs qui sont là aujourd'hui en place sont suffisamment accessibles, transparents, parce qu'il y a plusieurs approches donc, qui se mettent en place pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'équité, et donc en termes d'accès à tout ce qui existe comme possibilité. Pour ne pas vous couper, de nouveaux dispositifs qui sont là ajoutés aux anciens, est-ce que ces dispositifs sont exploités efficacement? Oui, je pense que oui. Je vais m'appesantir un peu sur l'exemple donc, du ministère en charge de la jeunesse. Mon collègue de l'agriculture certainement donc, va revenir sur les aspects liés donc, à leur domaine. Au niveau du ministère donc, de la jeunesse, nous avons, à partir donc, de 2023, mis en place ce que nous avons appelé l'initiative référent opportunité insertion, donc sur l'instruction des plus hautes autorités du pays, qui a consisté à créer dans chacune des communes rurales ce que nous appelons le service promotion et insertion professionnelle des jeunes. Et ce service est animé donc par des agents donc publics de l'État qui sont en train d'être déployés. Il y en a qui sont déjà donc en service depuis déjà bientôt 2 ans. Et ça nous a permis justement donc en 2025 donc de mettre en place un certain nombre d'offres en termes de formation. D'abord, notre schéma, c'est l'accueil. Un dispositif d'accueil, donc d'information, d'orientation. Et vous savez, les services de l'État, il y a plusieurs secteurs qui interviennent, donc, parce que la question de la jeunesse est suffisamment transversale. Donc ça fait que tous les départements ministériels, d'une manière ou d'une autre, effectivement, ont des initiatives, ont des offres. Et partant donc de là, ce dispositif que nous avons mis en place dans les communes est un outil donc, qui permet justement à chaque jeune de s'adresser à ces services-là et d'avoir l'information dont il a besoin. Parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est que les problèmes des jeunes sont pluriels. Même dans le même domaine donc, de l'agriculture, lui, il peut avoir un problème justement d'accès au financement. D'autres, c'est la terre. D'autres encore, c'est même la compétence technique ou la technologie ou la difficulté donc, de commercialisation. Donc, en fonction des besoins, effectivement, donc, ces jeunes sont orientés vers les dispositifs donc, existants. Que ce soit donc, des dispositifs donc, qui soient publics, appartenant à l'État, ou donc qui relèvent de la société, les organisations paysannes, ou encore donc, des partenaires techniques et développement. Donc c'est un peu comme ça que le schéma fonctionne actuellement. Et dans une très grande synergie donc, au niveau donc, des acteurs terrain. Parce que les structures déconcentrées des ministères travaillent beaucoup aujourd'hui donc en synergie. Tout ça, ça n'a pas été une réalité de par le passé. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'améliorations vraiment donc, dans les approches. Merci pour votre intervention, M. Kouné. Dans le domaine agricole, pour ce qui est de votre ministère, est-ce que les dispositifs qui existent actuellement sont efficacement exploités? Je dirais oui. Parce qu'on a démultiplié les possibilités.
hormis la formation qui est donnée, ces jeunes ont accès à d'autres services qui sont l'encadrement, le conseil agricole. Nous avons également, ils peuvent accéder aux différents agropoles qui sont là, Samandeni, Bagré, où ils peuvent avoir des terres. Voilà, donc un plaidoyer est fait à ce niveau-là pour leur permettre d'accéder à ces services-là. Et il y a des aménagements du bas-fond qui sont faits, où ces jeunes et ces femmes, les populations vulnérables, il y a un quota qui leur est accordé. Je pense qu'il y a suffisamment de services qui sont à leur portée et à eux de s'en approprier. Voilà, il faut qu'eux-mêmes puissent occuper la place qui est à leur portée. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport aux chiffres du nombre de jeunes qui sont formés dans le domaine agricole, dans les écoles et centres de formation? Ok, bon, je pourrais vous donner une idée globale au niveau des centres parce que je n'ai pas une précision des chiffres consolidés par centre, école. Okay. Mais au niveau de nos centres, nous avons des capacités d'accueil qui vont de 50 à 100 apprenants. Donc chaque année, en fonction des CPR, nous recrutons pour la formation de ces jeunes-là. Donc le recrutement est annuel. Donc en moyenne, on a 300 à 350 jeunes qui quittent nos centres. Voilà. Il y a également les corps qui sont formés dans les centres privés. Il y a les écoles également qui produisent, qui forment au niveau de l'agriculture, de l'élevage. Voilà ce que je peux dire. Merci. Avant de poursuivre avec nos autres invités, nous allons suivre un VTR, des extraits de témoignages des acteurs sur le terrain. Le soleil tape fort sur les rives du fleuve Mouhoun. Bourema Zerbo inspecte ses rangées de courgettes. Il vient à peine d'en récolter pour approvisionner le marché local. Établi depuis quelques mois sur cette terre, il traduit concrètement en actes avec ses associés les connaissances acquises 7 mois durant à l'ENAFA Matouroukou. Nous nous sommes associés, c'est moi et mon collègue, on s'est associés pour mettre les maigres moyens pour pouvoir commencer les activités. Lors de notre passage en novembre 2025, Bourema n'avait bénéficié d'aucun accompagnement officiel, encore moins de kits d'installation. Pourtant, sa volonté de réussir l'a poussé à se surpasser. En attendant un appui institutionnel pour stabiliser sa production, il avance avec ses propres moyens malgré les difficultés. Premièrement, nous n'avons pas de terrain. Par exemple, ce site, nous avons pris en location pour 1 an. Voilà. En plus de ça, nous n'avons pas les moyens. Par exemple, motopomme. C'est une petite motopomme que nous utilisons. Bon. Et puis, le devis est très faible. Même nos produits, pour les transférer en ville, c'est compliqué. Nous faisons des locations, des tricycles pour pouvoir amener nos produits en ville. Cet autre jeune diplômé de l'IFESA est technicien supérieur en élevage et santé animale. À travers un projet d'élevage, il a d'abord tenté de percer seul dans son village natal, mais après une expérience amère marquée par des difficultés du terrain, il a dû se résoudre à réorienter ses compétences. Aujourd'hui, il occupe le poste de chargé de production dans cette ferme où il met son expertise au service d'une structure déjà établie. Nous, aujourd'hui, on a fini, on n'est pas installé, on n'est pas dans l'état, on nous appelle des clandestins. Comme les jeunes aussi qui ont commencé à payer les produits sur le marché et qui font des soins. On nous traite sur le même pied d'égalité, alors que non, ce n'est pas le cas. Donc si vraiment il y a une assistance à ces jeunes diplômés, que je fais partie, voilà, pour les faciliter l'accès, les faciliter l'installation, pour offrir les services de proximité, ça va beaucoup aider les personnels de la ZAT et des postes vétérinaires qui sont dans les différentes communes. Le diagnostic est clair. Il existe un fossé entre la formation très performante et l'installation réelle sur le terrain. Même si des services de proximité comme Ampoton Tenga et le centre de promotion rurale de Goundi prévoient l'accompagnement des apprenants jusqu'à l'installation. Quand on les forme ici, ils sont accompagnés. C'est-à-dire qu'il y a service après la formation. D'abord, il faut dire que avant de sortir du centre, ils montent leur projet d'installation. Nous les accompagnons à monter ce projet-là.
et pour que ça soit véritablement quelque chose qu'ils puissent aller exploiter sur le terrain. Et à travers donc le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, on les accompagne avec des kits pour qu'ils puissent s'installer. C'est vrai que ce n'est pas aussi suffisant, mais franchement, ça les accompagne à pouvoir mieux s'installer. Et à notre sein, nous avons carrément un service dédié au suivi post-formation. Nous sommes très regardants quand ils sortent du centre, comment les accompagner sur le terrain. Il y a la phase pratique et la phase stade de fin de cycle où ils sont obligés d'aller sur le terrain. Certains font 4 mois sur le terrain, d'autres 10 mois sur le terrain. En plus de ça également, nous avons le suivi. Il y a le suivi post-formation et il y a également le suivi des stages. Voilà, donc toutes ces différentes activités nous permettent d'être directement en contact avec le milieu et de nous permettre aussi de réajuster un peu nos curricula de formation. Et la stratégie également pour pouvoir accompagner ces personnes, notamment les inscrits sur titre. Depuis 3 ans, l'ENAFA a monté un projet pour les accompagner sur la base de l'agriculture contractuelle. Ça veut dire que d'ores et déjà, ils sont pratiquement une 50aine que l'école accompagne pour la production de la semence. Donc le besoin est déjà exprimé en fonction de ça. Ils produisent et tout ce qu'ils gagnent comme revenu leur revient de droit et ils utilisent à la fin. Notre système nous permet surtout de fixer les jeunes. Notre objectif, c'est de fixer les jeunes dans leur terroir. Voilà. Une fois qu'ils ont un terrain, là, ils vont se fixer. Et nous, on les accompagne pour sécuriser ces terrains. On fait un forage à débit agricole. Pendant étant ici, il peut choisir de faire l'élevage de la porcherie ou l'élevage de la bergerie. On les accompagne à construire une bergerie et on leur donne les moyens de production. Au regard des difficultés rencontrées par ces jeunes, des solutions urgentes sont nécessaires pour éviter que d'autres activités ne détournent ces compétences du monde rural. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, vous allez voir que de plus en plus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de structures, que ce soit l'État ou d'autres structures, d'autres ONG, qui sont en train de se lancer beaucoup dans la formation des jeunes, dans le domaine ASP, comme on le dit, agro-silvo-pastoral, ainsi de suite. Et tout est bien. En tout cas, la formation, souvent, ça se passe très très bien. Mais les plus gros défis qui nous restent, c'est toujours les défis de l'installation. Et aujourd'hui, il y a des structures, même l'État, les gens ont tout fait, on a donné des moyens souvent à certains jeunes pour travailler. C'est qu'on a une génération aujourd'hui qui est impatiente, souvent, qui veut les fruits de leur labeur tout de suite. Alors que dans la réalité, il faut qu'on dise au fait, qu'on fasse comprendre aux gens, si c'est pour venir avoir ce qu'on veut tout de suite là, il ne faut pas venir dans l'agriculture. Parce que ce sera très très difficile. Il n'y a pas une structure qui peut te promettre que si tu rentres là, voilà ce que tu peux avoir dans les médias. La jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? C'est les gains. On veut l'argent tout de suite et maintenant. Effectivement, même quel que soit le domaine, il peut abandonner pour les sites d'orpaillage et tout. Mais je pense que les autorités ont pris l'affaire de l'agriculture au sérieux ces dernières années, si vous suivez. Et à travers ça, les jeunes vont revenir à l'agriculture. Parce que c'est comme si c'était un métier qui n'est pas noble. Mais véritablement, tout le monde est en train de comprendre que, comme on l'a toujours dit, la terre ne ment pas. Donc, c'est à travers donc, la réussite de ceux-là qui se sont investis qui va attirer les autres. Et je pense qu'il faut les accompagner pour qu'ils réussissent mieux, pour que les autres jeunes là puissent effectivement arriver à comprendre et à adhérer. Si la formation de ces jeunes est une réussite, leur installation sur le terrain reste un véritable parcours du combattant. Entre manque de moyens et absence de soutien concret, beaucoup finissent par baisser les bras. Pourtant, le potentiel est là, comme le prouve le courage de Bourema Zerbo sur les bords du fleuve Mouhoun. Il est urgent que l'accompagnement soit une réalité pour éviter que ces talents finissent par abandonner la terre. Retour sur ce plateau. Après avoir écouté ces différents acteurs, nous allons recueillir quelques réactions à chaud. Y a-t-il un aspect particulièrement qui vous ont interpellé? On va commencer par M. Ouedraogo. D'accord. Je pense que au vu de ce reportage-là, lorsqu'on écoute au niveau des dispositifs de formation, c'est vrai que ce dispositif-là s'améliore au fil des années. Et aujourd'hui, avec cette initiative qui veut que les jeunes soient des professionnels, ça, c'est un changement énorme. Parce que
aujourd'hui, le jeune ne doit pas produire comme il y a 50 ans, 60 ans en arrière. Et comme le disait le jeune, il faut des équipements performants. Alors, même s'il y a ces équipements qui sont performants, il faut qu'il y ait de la compétence. Et c'est là qu'intervient la formation. Donc aujourd'hui, si nous, on veut être compétitifs, il faut que ces jeunes-là aient les capacités renforcées. Et lorsque ces capacités sont renforcées, je pense que les autres aspects vont suivre. Parce que ça, tant qu'il n'y a pas de la formation, c'est voué à l'échec. Donc tout commence par les compétences techniques qu'on va donner à ces jeunes-là, afin que ces jeunes-là ne partent pas sur les sites d'orpaillage. C'est ça. Parce qu'il faut qu'ils aient les compétences et que le métier dans lequel ils vont s'investir soit attractif, lui génère des revenus. Mais je pense que c'est tout un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte à tous les niveaux, que ce soit au niveau étatique, au niveau des parents, au niveau même des jeunes. Quand il a posé le problème du foncier, aujourd'hui, il est important que tous ces jeunes qui sont en train d'être formés vraiment soient accompagnés, c'est-à-dire que le problème foncier soit un problème qui ne va pas les bloquer. Tout à fait. C'est ça. Parce que quand il sait que je finis ma formation, je n'aurai pas un problème de foncier, je pense qu'il est prêt à s'investir. Donc, voilà quelques éléments vraiment qu'il faut prendre en compte pour pouvoir permettre à cette jeunesse-là d'être vraiment dans leur métier agricole pour le développement. Okay. Et je voudrais ajouter un aspect très important aussi qui a été dit par le directeur du CPE de Goundé. Aujourd'hui, de 50 à 100 jeunes qui sortent. Lorsque ces jeunes qui sortent là, ça veut dire leur métier n'est pas valorisé. Je parle de la valorisation dans quel sens? Aujourd'hui, quand un jeune se présente que je suis un maraîcher ou bien je suis un aviculteur, peut être sujet de moquerie. Voilà, peut être sujet de moquerie. Donc aujourd'hui, il faut qu'on change la dimension. Parce qu'ailleurs, quand quelqu'un se présente et qu'on veut voir que vraiment, vous aviez parlé tout à l'heure de la certification. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes ou bien d'acteurs qui ont des compétences pétries, mais qui ne sont pas valorisés. Et là, ça, c'est un problème. Donc, c'est tout ça là qu'il faut essayer de solutionner pour que le jeune qui s'investit, vraiment, il soit respecté. D'accord. Pour terminer, hein, d'accord, allez-y. Par moment, quelqu'un qui se présente, il enlève sa carte, les fonctionnaires. Et voilà, bon, il enlève sa carte. Le paysan, jusqu'à ce que nous, on fasse le plaidoyer avec la Confédération paysanne, les chambres d'agriculture, pour que la loi d'orientation agro-silvopastorale vienne pour valoriser le métier agricole avec la délivrance des cartes d'agriculteurs. Oui. Mais c'est quelque chose, on peut vouloir le marginaliser, mais écoutez, pour l'agriculteur qui est au fin fond, c'est-à-dire que c'est un document qui montre que il est utile à la nation. À la nation. Voilà. Donc, voilà quelques éléments. D'accord, merci pour votre intervention. Monsieur Koné, comment réagissez-vous à ce témoignage, à cette situation qui a été présentée? Ok, merci. Effectivement, ce que ces intervenants ont relaté, on le rencontre aussi également dans les centres. C'est la même problématique, l'attrait de l'or. Bon, on a aussi des jeunes qui abandonnent pour aller sur ces sites d'orpaillage attirés par le gain rapide et facile. Mais bref, on développe toujours des stratégies vis-à-vis de ces problématiques-là qui ne datent pas de maintenant. Je pense qu'au niveau du foncier, on s'assure également que les communautés nous accompagnent. C'est surtout ça. C'est
c'est d'un enjeu que tout le monde doit y mettre la main pour que ça marche. L'État ne peut pas tout supporter. Il faut que les communautés également s'investissent, que ce soit dans le privé, que tout le monde s'investisse. Au niveau des communes, nous exigeons au moins que l'apprenant qui va dans le centre ait un garant qui puisse lui céder de la terre, même s'il ne lui donne pas, qu'il puisse lui céder de la terre pour qu'à la sortie, il puisse s'installer. Il y a d'autres stratégies que l'on mène aussi afin que ces jeunes qui sortent de ces centres-là puissent être accompagnés. De plus en plus, nous allons vers la mécanisation, la motorisation. Le directeur de CPR a expliqué. Nous allons vers l'innovation. C'est vrai que on est en train d'aller vers des outils aratoires pour des motoculteurs afin que ces jeunes-là puissent avoir beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de productivité au sein de leurs exploitations. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur Zan, on a vu un jeune qui lance un cri de cœur. On sent la volonté en lui parce qu'avec son ami, ils ont décidé en tout cas de commencer sans attendre l'État. Comme M. Koné vient de le dire, l'État ne peut pas tout faire. Mais déjà, qu'est-ce que vous le conseillez? Oui, ce que nous, on lui conseille, c'est d'essayer d'identifier autour de lui d'abord ses propres forces. Souvent, on a des forces tout près de nous dont on n'est pas forcément conscient. Et le regard toujours tourné sur l'État, c'est légitime, mais c'est aussi possible, effectivement, donc, de s'appuyer sur ses propres forces en s'associant avec les autres, en s'organisant. Lorsqu'on est organisé, on devient encore plus fort et on a plus de moyens donc, pour faire face effectivement aux défis qui se posent donc, à nous. Oui, les dispositifs de l'État aussi sont en pleine réforme, comme vous le savez. Donc, tous les fonds que l'État a mis en place donc, sont en train d'être restructurés. Je pense que l'objectif, c'est effectivement pour plus d'efficacité. Donc, tout laisse à croire que les choses doivent s'améliorer davantage. Et l'autre dimension, c'est aussi, pour moi, la formation du jeune doit être une formation complète. Il y a le métier, c'est vrai, mais la vie va au-delà du métier, va au-delà de la compétence technique que l'on a. Il a évoqué la question donc, des équipements, oui, c'est aussi très pertinent. Mais les compétences de vie courante, en termes de leadership, en termes de compréhension personnelle même de son environnement, en termes de rapport avec ses ressources, le rapport avec l'argent que j'ai. Comment est-ce que j'organise, je planifie les choses. Mais est-ce que ce n'est pas là que les services de proximité doivent Exactement, c'est là que j'allais justement donc en venir. Et nous, dans notre nouvelle approche maintenant, on a essayé donc de faire en sorte que les dispositifs qui sont en train d'être mis en place aient donc cette approche vraiment inclusive et de façon complète. Donc, pour aller donc de l'accueil jusqu'au niveau accélération. En passant par l'information, la vraie information, la formation technique, l'équipement, le suivi et aussi le passage à l'échelle. Et ça nécessite effectivement donc qu'on prenne aussi en compte les aspects organisation des producteurs et même comme je l'ai dit. Vous savez, il y a plusieurs maillons. On parle de production, mais il n'y a pas que la production. Il faut que tous les autres aspects, les autres niveaux de la chaîne là, effectivement aussi, puissent prendre le relais pour que enfin il y ait plus de productivité. Parce qu'on ne va pas à la terre pour y aller. En allant à la terre, qu'est-ce que ça me rapporte en termes de productivité? Tout à fait. Et je pense que le ministère de l'Agriculture fait suffisamment beaucoup de travail à ce niveau, avec l'accompagnement aussi donc, des organisations paysannes. Nous, on a eu une bonne expérience cette année avec la Confédération paysanne du Faso, donc, à qui nous avons fait appel. Et on a fait donc des formations de 5 jours très rapides, accélérées, sur des métiers précis, que ce soit dans le domaine de la production ou dans le domaine de la transformation donc, agroalimentaire. Nous avons pu nous accompagner donc, à des formations dans des communes rurales. Et le retour que nous avons en moins de 2 mois, et nous sommes vraiment largement donc, au-delà de nos attentes. Les jeunes n'attendent que vraiment le coup de pouce. Le coup de pouce, il est là et il vient au bon moment, au bon endroit avec les bons acteurs.
il va de soi effectivement donc qu'on puisse vraiment améliorer donc les choses. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Abdoul Gani, il faut que j'arrive à faire la différence parce qu'on a deux Ouedraogo sur le plateau, Ouedraogo et Raspe. Quel est votre constat en termes d'accès des jeunes aux services de proximité? Déjà, je remercie le ministère, mais il faut dire la vérité parce que dans plusieurs communes, vos programmes et politiques ne sont pas atteints d'abord. Comme il dit que c'est en train d'être mis en place, on espère que ça va venir très tôt. Pour l'instant, dans les communes, il y a des souffrances pas possibles. Comme il disait, l'accès d'abord à la terre est un gros problème. Ensuite, quand vous quittez là, je prends par exemple, parce qu'on parle plus des centres de formation et on oublie un peu les écoles de formation. Je vous donne un exemple. Pour des gens qui ont fait l'élevage en santé animale et qui veulent s'installer, il faut d'abord aller chercher un système de parrainage avec un docteur qui, d'ailleurs, peut te dire non, je ne vais pas te parrainer. J'en ai été victime à un moment donné, parce que dans la région, ils ont dit qu'ils ne font installer qu'une seule personne ou deux personnes. Pendant que je finis, il faut faire tant qu'il ne scie pas, je ne peux pas m'installer. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, alors que, par exemple, on est là pour aider quand même au développement de l'élevage à travers la prise en charge des animaux malades et aussi aider la population. Quand tu es là et qu'il faut forcément qu'il y ait un docteur signe pour que vous puissiez quand même travailler pendant que vous avez été formé dans les mêmes écoles, il y a un problème. Voilà pourquoi on interpelle un peu le ministère. Je sais bien qu'il y a des programmes, mais il faut revoir l'accès à certains programmes. C'est très difficile pour les jeunes. Et deuxièmement, quand on parle de l'accès aux outils, à l'argent et autres, quand vous partez un peu au niveau des différentes microfinances, parce que je ne vais pas vous mentir, on n'a pas de banque de développement au niveau communal comme régional. On n'a que des microfinances. Ils sont plus commerciales. Vous allez, la garantie pose un gros problème. Quand vous dites à un jeune qui d'abord s'est sacrifié en payant tout pour se faire former, et il reçoit voulu faire des promesses de poste suivi avec des installations. Et au grand rendez-vous, vous voyez qu'il y a plus d'autres jeunes qui reçoivent. Et pendant des années, on en a parlé. Il y a des régions carrément qui sont oubliées à ce niveau. Il y a des communes qui n'ont pas de programme. Voilà pourquoi on interpelle. Certes, je sais que beaucoup sont en train d'être faits. Il y a des réformes vraiment qui sont en train d'être parce qu'on lit, on revoit, mais ça tarde tellement. Ça tarde et à un moment donné, on voit que le programme est fini. Il y a des programmes de 5 ans qui sont finis sans venir dans d'autres communes, là où on n'a pas eu accès. Et même les CPR, il y a combien de personnes? Quand vous prenez, on est combien de jeunes? Quand on prend que 50, ça veut dire qu'il y a beaucoup à refaire. Et quand on parle de la fuite des jeunes vers les différentes centres, c'est normal. Quand je pars me faire former, je reviens, j'ai un problème d'accès à la terre. Je dois attendre 2-3 ans pour avoir peut-être un coup de pouce. Et quand vous dites de faire avec les moyens de bord, c'est quel genre de moyens de bord par finir? Parce que l'argent, il faut le trouver, même si on se met en association. C'est combien pour pouvoir, par exemple, créer un puits, pour faire un forage, pour faire de l'agriculture? Il y a des vérités qu'il faut qu'on se dise. Combien pour mettre, par exemple, un grillage, forcément, pour éviter les histoires des animaux? C'est combien pour pouvoir les payer ces semences-là? C'est surtout ces problèmes qu'il faut revoir. Je sais qu'il y a des programmes qui sont vraiment en train de venir, mais il faut vraiment remettre l'accent. C'est un plaidoyer de jeunes. Il faut remettre l'accent pour que tout le monde ait accès. Il faut remettre l'accent pour que nous puissions au moins, ces formés qui sont issus de ces écoles, les centres de formation, puissent au moins pouvoir s'exprimer et vraiment faire valoir les savoir-faire. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Je rappelle que nous avons un public à ma gauche comme à ma droite. Nous allons leur passer le micro. Question de réagir par rapport au débat, par rapport à tout ce qui se dit ici sur la promotion des services de proximité au profit des jeunes. Et je m'en vais à la recherche de Madame Cécile Sarambé. Je rappelle que Madame Cécile Sarambé est de l'ENESA. Dites-nous quel est le potentiel des services de proximité du côté de l'ENESA. Ok. Merci bien pour la parole et merci d'avoir invité l'ENESA à prendre part à cette émission. Il faut dire que l'ENESA a été créée depuis les années 57 sous le nom de l'École nationale des infirmiers vétérinaires. Voilà, et depuis 1979, elle est devenue École nationale de l'élevage et de la santé animale. En termes de services de proximité, il faut dire que l'ENESA offre vraiment des possibilités, une diversité d'offres de formation. Il y a la formation initiale et il y a la formation continue. Au niveau de la formation initiale, nous avons le cycle des ATE,
agents techniques d'élevage, il y a les techniciens supérieurs, il y a les conseillers, des ingénieurs, c'est juste pour citer. En termes de formation continue, avec l'appui de certains partenaires, nous développons des modules vraiment spécifiques sur des métiers donnés. Et là, c'est vraiment la pratique. Et à ce niveau, nous avons des outils de formation comme la clinique vétérinaire, il y a la ferme d'application à Boulby, il y a le laboratoire également. D'accord. Mais est-ce que ces dispositifs sont suffisamment connectés aux réalités du terrain? Madame Sarambi. Oui, je peux dire, nous pouvons affirmer qu'effectivement ce dispositif est en phase avec les réalités du terrain parce que les programmes de formation intègrent bien des cours théoriques, il y a des travaux pratiques à l'aide de ces outils-là que je viens de citer tout de suite. Il y a des sorties terrain que les enseignants effectuent pendant les cours. Il y a aussi des stages d'immersion et des stages de fin de cycle. En plus, au niveau de la formation continue, comme je l'ai dit, il y a vraiment des offres variées sur les métiers avicoles. Par exemple, nous avons les métiers de basse-courrier, des basse-courriers que nous formons, des gestionnaires de fermes avicoles, des charcutiers, des valorisateurs de déchets de volailles. Il y a les fabricants de couveuses. Et nous réalisons toutes ces formations en collaboration avec des partenaires. D'accord. Merci pour votre intervention. Et justement, nous avons avec nous une étudiante de l'ENESA. On va vous demander de vous présenter et de nous dire de quel service de proximité avez-vous bénéficié. Merci Madame pour la parole. Moi c'est Diao Abibou, promotrice de la ferme agricole Willy, ancienne apprenante de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale. D'accord. Je suis titulaire d'un diplôme de technicien supérieur d'élevage et de santé animale. Bon, je dirais qu'on a beaucoup bénéficié, comme des formations techniques, des formations professionnelles à l'école. Et même après la formation, j'ai fait un stage de perfectionnement au sein de la clinique avant de commencer mes activités. Et cela m'a beaucoup permis de lancer la ferme Weli, qui est une entreprise spécialisée dans l'élevage de la volaille. Vous n'avez pas eu de difficultés à vous installer? Beaucoup de difficultés, oui. Entre autres, ce que le jeune frère a cité, oui, l'accès à la terre, le manque de financement, l'insuffisance des moyens également. Et il y a le manque d'information et de suivi post-formation. Vraiment, c'est une difficulté pour nous. Voilà. Okay. Mais déjà, vous êtes installé, on va vous souhaiter que le meilleur. Nous avons avec nous également un étudiant du CPR de Goundi. Merci pour la parole. Moi, c'est Ouedraogo Charles, ancien apprenant du CPR de Goundi. Ancien apprenant, d'accord. Donc, vous êtes installé à votre propre compte? Oui. OK. Comment ça s'est passé la formation au CPR de Goundi? Bon, je dirais que la formation s'est très bien passée, voilà, puisqu'on a eu des formateurs qui nous ont beaucoup enseigné, voilà, sur l'aviculture, l'agriculture, voilà, et le maraîchage. En plus de cela, il y a la pisciculture qui nous ont enseigné. Voilà, donc bon, une formation qui nous a permis de nous installer. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. D'accord. Okay. Nous avons également la Confédération paysanne du Faso. Merci bien, madame. Moi, c'est Sam Hassan. Je suis producteur agricole. Je suis le secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. La Confédération paysanne du Faso est une fêtière nationale qui regroupe 16 unions et fédérations, voilà, qui sont organisées autour des filières
Voilà, je pourrais citer quelques-uns, les producteurs d'oignons, les producteurs de maïs, ainsi de suite, voilà, qui vraiment essayent de défendre les intérêts moraux et tout ce qui est autour de la production agricole. Donc, avant de continuer, je tenais vraiment à faire un clin d'œil, voilà, à nos forces de défense et de sécurité qui abattent un travail titanesque sur le terrain qui permet à nos nobles producteurs de pouvoir continuer leur activité quotidienne. Comment vous, au sein de la Confédération, vous accompagnez les jeunes qui aimeraient en tout cas s'installer et d'aller dans l'entrepreneuriat agricole et surtout dans le monde rural? Au niveau de la Confédération paysanne, comme le nom le dit, ce sont des acteurs du monde rural qui sont organisés, voilà, depuis le niveau village jusqu'au niveau national. Qui dit organisation fait appel à des renforcements de capacité, à des accompagnements de suivi en termes de leadership, ainsi de suite. Donc, au niveau de la Confédération, chaque année, il y a des programmes qu'on met en œuvre, voilà, avec l'accompagnement de nos partenaires qui vraiment nous appuient. SPE Youth Connect le disait tout de suite. On a eu la chance d'être aux côtés de Youth Connect, du ministère de la Jeunesse, pour pouvoir accompagner et renforcer les capacités de nos membres, parce que tout compte le fait, tous ceux qui sont autour du monde rural sont des acteurs qui gravitent autour des organisations. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse accompagner ces acteurs-là. Mais je dirais que au-delà de ces aspects-là, il faudrait qu'on arrive à un certain moment donné de faire l'histoire de notre pays. L'histoire agricole de notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il y a eu des évolutions. Et aujourd'hui, en termes de renforcement des capacités au niveau du monde rural, il y a beaucoup d'évolutions. Ces 2 dernières années, nous constatons que ce soit au niveau des CPR, que ce soit au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits. Et nous, organisations paysannes, nous faisons que féliciter cela et demander à l'autorité de pouvoir se pencher sur un certain nombre de questions, telles que le marché, telles que les finances. Et c'est vraiment des éléments qu'il faudrait appuyer, parce que nous avons vu dans d'autres pays où on oriente les jeunes en fonction des potentialités des régions. Et par rapport au suivi post-production, post-formation, il faut vraiment que le jeune qui sort sache que, par exemple, au niveau des hauts bassins, quel potentiel je peux avoir dans cette région et pouvoir regarder dans son entourage qui peut l'accompagner à pouvoir réaliser ces attentes-là. Et je pense que par rapport à ça, le système de Youth Connect est vraiment salutaire, parce qu'on a un dispositif qui est là, qui permet aux jeunes de pouvoir aller s'exprimer librement et de demander, poser des questions par rapport aux opportunités qui existent. Donc, je pense que c'est vraiment des bonnes initiatives. Merci pour votre apport, votre intervention. Monsieur Zan, quel est l'impact réel des services de proximité, surtout dans les zones rurales? Oui, je pense que l'impact, c'est d'abord le fait de mettre les jeunes en confiance vis-à-vis de l'État. Avant peut-être même de continuer sur ça, je voudrais signaler, comme M. Sam vient de le dire, de regarder un peu en arrière. En tout cas, pour ceux qui sont de notre génération, moi je pense qu'il n'y a pas eu autant d'opportunités créées dans le domaine agricole qu'aujourd'hui. Donc, justement, au gré des initiatives présidentielles et toute la machine, en tout cas, qui est mise en œuvre, donc, exactement, donc, au niveau du ministère en charge de l'agriculture. Donc, c'est bon que nous reconnaissons cela. Et pour dire aux jeunes, c'est vrai, on comprend le plaidoyer, il y a encore des difficultés, mais la réalité, c'est cette vérité-là aussi qu'on se dise, apprenons à nous organiser. Si vous êtes dans des organisations, vous avez beaucoup plus de possibilités de résilience que quand vous êtes seul. Parce que la question de la terre, tout le monde connaît sa complexité. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Et même la question donc, de l'accès au financement, je pense que c'est plus facile pour les organisations que pour les individus.
En fait, c'était un peu donc ces aspects que je voulais un peu signaler. Mais pour revenir donc à la question de l'impact, aujourd'hui, le retour que nous avons pour une intervention sur 2 petites années tout de suite, c'est que les jeunes ont pris confiance en eux. Ils ont compris que l'État écoute et que l'État est là justement donc pour eux. Et cela leur permet justement donc de s'exprimer, de nous orienter. Ça nous oriente dans la planification justement des prochaines offres, donc année après année. Donc ça, c'est déjà assez intéressant en termes d'impact. L'autre impact aussi qu'il faut voir de près, c'est le niveau de productivité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les différents accompagnements techniques, donc avec l'accompagnement de nos partenaires, justement comme la CPF, ça permet effectivement de faire en sorte que la production puisse être de meilleure qualité, donc le rendement donc puisse aussi s'accroître. Et à côté de nous, on associe d'autres thématiques. Comme je l'ai dit, il faut avoir une approche complète. Les questions liées à l'éducation financière, ça me paraît suffisamment important. Donc pour celui qui s'engage à l'entrepreneuriat, que ce soit agricole ou non, ou même dans la gestion de mes ressources personnelles et familiales, donc il faut qu'il y ait effectivement un certain nombre de règles de conduite au plan personnel, de discipline, de projection, de planification. Donc tout ça, ce sont des aspects que nous prenons en compte et ça nous permet effectivement dans le suivi de tirer des leçons. Et donc les leçons que nous tirons aujourd'hui, c'est que les jeunes accourent à ces services, ils ont compris que l'État écoute, ils s'en approprient, ils font des propositions donc qui nous aident, comme il vient de le dire tout à l'heure, à ce que nous puissions nous appuyer sur les potentialités de chaque localité. Donc ce n'est pas des formations standards adressées à tout le monde. Chaque type de formation est spécifique, lié à la localité, en fonction donc des potentialités et des opportunités. Et quelles sont vos recommandations? On va aller vite. Oui, nos recommandations à l'endroit des jeunes, même d'abord, c'est s'approprier tout ce que l'État met à leur disposition. Donc en termes d'offres et en termes de dispositifs. Et qu'ils effectivement donnent aussi donc des conseils, des orientations, des propositions qui nous permettent d'améliorer effectivement ce que nous faisons au fur et à mesure. Et à l'endroit de l'État, c'est de dire que l'État est dans la bonne direction. Il faut accentuer davantage parce que ce qui peut sauver ce pays, pour moi, c'est l'agriculture avant toute chose. Et je pense que ce message est aujourd'hui porté par les plus hautes autorités du pays. Et les partenaires techniques et financiers donc, qui accompagnent aussi l'État sont invités à porter les ressources, donc en termes d'équipement, en termes de ressources financières, mais aussi donc, en termes donc, de conseils. Donc, au niveau technique. Les organisations paysannes sont aussi donc, au premier plan donc, de toutes ces initiatives-là. C'est qu'on renforce donc, la collaboration et qu'on fasse ensemble que dans les années à venir, donc, la situation soit meilleure donc, que ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Je pense que la jeunesse est représentée aussi, Monsieur Abdoul Ganiou. Quelle est votre recommandation par rapport à une meilleure promotion des services de proximité au profit des jeunes? On va aller très vite parce que le temps est déjà épuisé. Nous allons plaider auprès de l'autorité et de mettre surtout un comité de réflexion pour les jeunes dans les domaines agro-silvopastorales afin que nous puissions porter nous-mêmes nos doléances. Parce que comme vous le dites, souvent il y a des doléances dont vous n'êtes même pas au courant. Il y a un comité qui est mis en place, nous pourrons nous exprimer en attendant que l'EUROPI soit un peu efficace un peu partout, qu'on puisse s'exprimer. Et deuxièmement, qu'on puisse décentraliser un peu, comment on appelle, à l'autorité locale, pour que par exemple ils puissent donner libre quitus à ceux qui veulent mettre des cabinets de soins dans les différentes communes pour pouvoir aider quand même la population, que ce soit en termes de mentorat, que ce soit en termes de services de soins vétérinaires, pour qu'ensemble on puisse développer le système agricole. D'accord, merci pour cette recommandation. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Seydou Ouedraogo du réseau national donc, de formation agricole et rurale, quelle est votre recommandation? Nos recommandations vont aller en direction d'abord de l'État, qui a aujourd'hui dans son dispositif, dans son mécanisme, a rendu l'agriculture avec grand A, attractif. Parce que ça, c'était un élément fondamental, rendre l'agriculture attractive. Et donc, comme elle est aujourd'hui arrivée à rendre l'agriculture attractive, il faudrait qu'elle travaille le service de proximité
vraiment qu'elle soit bien réfléchie depuis le niveau national pour que ça descende jusqu'au niveau décentralisé. Parce que c'est là-bas que se trouve la jeunesse. Donc, le mécanisme des services de proximité doivent être vraiment décentralisés jusqu'à la base. Et en plus de cela, il faut que le mécanisme d'accompagnement, d'installation des jeunes soit en tout cas renforcé. Déjà, ils font un effort, mais il faut que cela soit renforcé et je pense que c'est possible avec l'appui des partenaires. En direction des organisations paysannes, les organisations paysannes, je pense qu'ont pris cette question-là à bras-le-corps depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, les organisations paysannes au niveau du Burkina ont développé des dispositifs de formation à l'interne pour assurer la relève. La relève tant au niveau des exploitations, mais la relève tant au niveau des organisations paysannes. Et cela, ils ont développé des mécanismes comme le mentorat et aujourd'hui sont en train de développer des accompagnements entre des jeunes formés et des producteurs qui sont expérimentés, qui sont aisés pour accompagner ces jeunes formés qui sortent. Donc je pense que c'est des exemples, des initiatives que l'État doit accompagner, suivre et mettre à l'échelle pour que vraiment un grand nombre de jeunes soient accompagnés. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Ok, oui, bon, en termes de recommandations, c'est toujours, je joins ma voix à celle des prédécesseurs pour toujours solliciter un peu plus de financement pour la formation professionnelle. C'est vrai que, bon, il faudrait que ces transferts de connaissances-là puissent permettre à nos jeunes de pouvoir saisir toutes les opportunités économiques qui se présentent à eux. Et c'est dans cet objectif-là que le ministère même a élaboré la nomenclature des métiers. Dans ce sens-là, donc, c'est une base de données sur les métiers existants, les métiers porteurs. Et à partir de ces métiers-là, bon, on sera amené à mettre en place des curricula de formation pour accompagner les jeunes, pour les professionnaliser encore plus, pour leur permettre vraiment une autonomie financière. Donc, comme on aime le dire, bon, les jeunes ruraux constituent en fait la clé de la sécurité alimentaire. Ils constituent aussi la clé de la stabilité sociale. Donc, investir dans la formation, l'insertion, la bonne gouvernance de ces jeunes-là, bon, demeure stratégique pour notre pays. Donc, nous remercions l'État pour les efforts consentis et puis nous leur demandons d'accord s'ils peuvent encore plus appuyer la formation professionnelle au bénéfice de tous. Merci. Merci à tous pour vos différentes contributions, vos éclairages. Nul doute, les jeunes sont la clé de la modernisation agricole. Offrir des services d'accompagnement de proximité aux jeunes vivant en milieu rural, accessibles, adaptés pour ces jeunes est essentiel. Gouvernement, secteur privé, ONG, ça a été dit sur ce plateau, doivent travailler en synergie pour faciliter leur insertion socio-professionnelle dans les structures de production agricole. Merci à tous d'avoir participé à cette émission de plaidoyer pour la promotion des services de proximité au profit des jeunes. Émission portée par le consortium des acteurs non étatiques actifs dans le secteur agricole. Merci également à vous, téléspectateurs de la RTB. À très bientôt. Le programme continue sur la RTB.